an address, you don't have work. Without work, you don't have money. Without money, you don't have, you can pay the rent of a flat. Without a room or a flat, you don't have an address. Without an address, no work. Without work, no money, and so on and so on and so on. The circle is going to infinity. It's a vicious circle in which so many of the people we accompany are stuck. It's very difficult to break this circle also, this negative circle. It is to the daily struggle for survival in the streets, the hope and the faith that is slowly slipping into despair and depression, the expectation of the home front and the fear of failure, and one ends up in an infernal spiral, which can be also deadly. In fact, people, they are creative. They look for ways out to always put them in a vulnerable situation from which they benefit. Undeclared work that is badly paid or not paid, a false self-employed status in which one is subsequently left with a mountain of debt in social security contributions. Lawyers were not really quite okay, who take advantage of the jumble of procedures. For intra-European migrants who work, the residence situation often remains precarious also for them. When things go wrong, for whatever reason, the society safety net is often too weak or not existent. The rent can no longer be paid. People are removed of their own place. They lose their residence status and end up in the same negative vicious circle again. We can understand that access to society security is protected for newcomers, for people who come to Belgium, but the situation should be easier for someone who has lived here for many years and who, for one reason or another, has lost his rights. When we can give some recommendations here, providing a reference address could break this vicious circle for many intra-European nationals. It's important to simplify also administrative procedures for obtaining official documents such as an identity card. Marwa. Donc, je passe à une partie un peu pour voilà, lier à ce que Bram était en train de dire par rapport aux conditions de vie pour des personnes qui sont à séjour irrégulier. Donc, comme on peut bien voir, les permis de séjour est un peu une sorte de clé vers une amélioration du niveau de vie. Surtout quand il est de longue durée. Donc, la carte E+, en particulier pour la Belgique, et qui permet ainsi une égalité de traitement avec les citoyens belges. Donc, c'est ce qu'on a pu observer grâce à la base de données d'Indigène, c'est qu'au plus le statut administratif est stable, au plus il est probable de disposer d'un revenu, d'un logement et d'une assurance maladie. Par contre, quand les personnes à séjour irrégulier accompagnées par Diogène sont très vulnérables, donc en particulier à l'absence de revenus, 81% n'ont aucun revenu et donc doivent effectivement trouver des alternatives comme le travail non déclaré ou la mendicité. Ils sont très vulnérables sans abrisme de rue, donc 66,5%, et à l'absence de couverture médicale. Donc, personne parmi ceux qui sont à séjour irrégulier a en effet une assurance maladie, et la seule option, donc 60% des personnes ont fait recours à l'aide médicale d'urgence. Aussi, une autre chose assez intéressante, c'est que la consommation d'alcool est aussi plus problématique pour des personnes à séjour irrégulier, 55%, que pour ceux qui ont un permis de séjour, 34%. Il faut aussi remarquer le fait qu'une proportion élevée de personnes à séjour irrégulier vit en Belgique depuis plusieurs années. Donc, c'est presque 17% vit en Belgique depuis plus de 10 ans et plus de 20% ils sont en Belgique depuis plus de 5 ans. Okay, all intra-European migrants who end up on the streets have the right to urgent medical assistance, at least in theory. For many of them, the thresholds for enforcing these rights are simply too high. They are working with an agreement culture, which is difficult to reconcile with the chaos of street life. Documents are often stolen or lost, and there is a desperate lack of
translators within the institutions. The endless, often pointless and repetitive administrative hurdles make people, if they manage to gain access to healthcare at all too often drop out in the long run. Even through the community health centers do a fantastic job with this target group and succeed in retaining some of our people, all too often intra-European migrants turn exclusively to free primary care or to the emergency department of the nearest hospital. Within the framework of urgent medical assistance, one has access, although not always easy, to a short withdrawal cure within addiction care, but one is excluded from a longer therapeutic framework, a post-cure, like we say it. Once back on the streets without this longer framework, without this post-cure, there's a good chance of relapse. The cost to society and is therefore very high, as it is for the mortality within this target group. A lot of people of Polish origin, they die. Provided there's a desire for administrative simplification. In our opinion, this should not be the case. And I can give you some recommendation. Improving healthcare for this population group, giving appropriate medical care and international cooperation within Europe for people with serious mental health problems. Also giving access to this therapeutic aftercare, like post-cure, following on this short-term help on addiction, and this within the framework of urgent medical assistance. Third recommendation is to have linguistically and culturally adapted healthcare. There's a great need for intercultural mediation and translation in the hospitals, for example. A strong social or European vision and cooperation and a social safety net for mobile European citizens is also who are in difficulty is also very important. On arrive à la fin, donc n'ayez pas peur. Donc, dernier point, c'est l'impact de l'accès aux aides sociales en termes de logement. C'est ce qu'on a pu constater, c'est que l'obtention d'aide financière de la part de l'État est fondamentale pour pouvoir quitter la rue et accéder à une solution de logement. Donc, la majorité des personnes accompagnées par Diogène qui ont accès à des subsides vivent dans un logement privé, obtenu dans les marchés locatifs privés, 61%, ou pour la voie d'une agence immobilière sociale, presque 5%, ou dans un logement social. Si nous ajoutons aux personnes qui habitent en rue 6,5%, celles et ceux qui vivent dans une maison d'accueil, dans un centre d'hébergement d'urgence, chez des tiers, dans une maison de repos ou dans une communauté, les pourcentages des personnes sans abri en suivant la catégorie ethos développée par la FEANSA, qui a accès à l'assistance sociale s'élève à 30% presque, 27,5%. Ce qui reste bien sûr un constat assez préoccupant, mais la différence avec l'échantillon composé par les personnes qui n'ont pas de revenus est assez saisissante d'une façon ou de l'autre. Donc, dans ces groupes, parmi les personnes qui n'ont pas de revenus, 83% des personnes est sans abri, dont 64% est à la rue. Donc, seulement 22 personnes parmi les 184 personnes qui n'ont aucun revenu vivent dans un logement privé. With Housing First projects, we see that housing is a very important tool for people who are living in the street to reintegrate. Going from the streets is removing themselves from the stress and also is helping them to get the administration step by step in order. And it's helping them for reintegration. But for intra-European migrants, we see when they don't have an income, they cannot make use of these Housing First projects.
I will give you an example. We have the family Gazik. It's a fictitious name here. I won't use their real name. They were offered a free housing, free housing because they were already living on the street for years, and they were going to emergency shelters and things, or sleeping in the streets. But in the end, we could offer them temporary housing in the project Issue. Thanks to this house, thanks to the opportunity to go and live in this house, the family with 3 children has been able to have an address, to register themselves at a municipality, and to get an address. After that, the mother has also found work. So in fact, their residents. In meantime, in fact, they were also been able to get residence papers, and they have had the opportunity to reintegrate into society. So another recommendation I can give here is that temporary and free housing projects such as Issue can be a solution for a certain period of time, giving the person or the families the opportunity to settle down, get some time, get some rest, get also an official address, and get their administrative affairs in order, can give them the opportunity to for social integration, and if necessary and able to find work. The final conclusion that we can give, in fact, we think that we need a comprehensive European vision and cooperation in between European countries on the social safety net for mobile European citizens in difficulty. This in cooperation, of course, with the local authorities responsible for assisting people, and also the different sectors like health sector, the home sector, with first-line organizations as street work, etc., etc. Freak, I can give you back. Merci beaucoup en tout cas pour l'attention et désolé pour ces problèmes techniques. Et on aurait dû faire quelque chose de plus simple. Français et néerlandais, ça n'a pas bien marché ensemble, il paraît. No problem, Mauro, and thank you very much, Bram and Mauro, for the presentation. The report with all the details will be available for everybody. So if you have not understood everything, you can read it at your ease when you have time. And thank you, Bram, for being an instant interpreter of your own preparation. It was very well done, and I don't think we have so much delay of time. Listening carefully to you, I think we can say that the problem of homelessness amongst EU mobile citizens is not a small problem in Brussels, but also in other cities. It's not a small problem, especially the most visible part of the homeless population is affected by free movement. So that's one thing. And they're highly vulnerable. That's what we learned from the data that you presented. I would like to now give the opportunity to Minister Marron to share his thoughts about this issue with us. Minister Marron is Minister of Health and Social Welfare, and in that capacity responsible in the Brussels region for the fight against homelessness. He has other competences as a minister, but the ones that matter here are health and social welfare. So, Minister, thank you for making the time available. I know you have an extremely busy time in this COVID period, but the floor is yours, and we'll listen carefully to what you have to say. Hello, everybody, and thank you very much. So I will take some time to explain a little bit the policy that we are trying to make in Brussels for the homeless people. Donc merci à la FEANSA, à Bruxelles, pas Diogène, pour leur rapport éclairant sur la situation de certains migrants intra-européens dans la capitale de l'Europe, à Bruxelles. Les données que vous collectez, leur analyse sont importantes pour comprendre la réalité des personnes que vous accompagnez au quotidien. Et c'est fondamental pour qu'on puisse agir efficacement au niveau politique.
Et ici, je suis particulièrement marqué par la différence de situation entre les migrants européens et les autres, alors que les feux des caméras, des médias, sont souvent braqués sur les migrants extra-européens, puisque ça, c'est un sujet très, très médiatique, plus que les difficultés sociales des migrants intra-européens, mais qui sont bien présentes. Peut-être parce que les migrations intra-européennes, elles existent depuis des siècles. Hein. Des artistes, des artisans, des bâtisseurs, des compagnons, des commerçants, des banquiers, des travailleurs agricoles parcouraient déjà au Moyen-Âge ou à la Renaissance les routes de l'Europe à la recherche d'un emploi. La libre circulation entre les pays membres de l'Union a petit à petit été renforcée et les mesures transitoires limitant la circulation, la libre circulation des ressortissants de l'Europe de l'Est ayant rejoint l'Union européenne dans les années 2000 sont maintenant, heureusement, levées depuis plusieurs années. Un chiffre que j'ai retenu à propos des personnes roumaines, mais qui pourrait aussi s'appliquer à d'autres nationalités d'Europe de l'Est, en 2004, la région bruxelloise accueillait moins de 700 personnes roumaines chaque année. En 2011, elle en accueillait plus de 6000 déclarés. Ces flux ont évidemment une face cachée que vous mettez en lumière dans votre étude, des citoyens, des citoyennes européennes qui usent de leur droit à la mobilité, qui se retrouvent dans une situation irrégulière, dans des grandes situations de précarité. Des conditions de vie plus que précaires, donc, qui ne sont pas humainement admissibles. Et je note avec intérêt le lien que vous démontrez clairement entre statut administratif et revenus pour lutter contre ces situations de sans-abrisme. Alors, selon votre étude, quand ces citoyens européens ont un statut administratif, ils sortent de la mendicité et du travail illégal pour avoir des revenus légaux. Quasi 60% de tous les citoyens mobiles de l'Union européenne que vous accompagnez n'ont pas de revenus, mais ce chiffre chute de moitié parmi celles et ceux qui ont un permis de séjour. C'est donc effectivement un point très important. Et les personnes qui résident depuis plus de 10 ans en Belgique ont majoritairement un contrat de travail, 60%. C'était d'ailleurs souvent leur objectif en venant en Belgique, puisque d'après vous, 70% déclarent avoir migré vers la Belgique pour chercher un emploi. C'est la raison première de leur migration. Mais la reconnaissance d'un statut pour ces personnes est bien trop long. Plus de 70% des citoyens européens qui ont un permis de séjour E ou E+, sont en Belgique depuis au moins 10 ans. Or, c'est ce statut qui leur permet d'avoir accès à un travail, à une aide sociale ou à la mutuelle pour se soigner, donc à la sécurité sociale pour leurs soins de santé. Comme vous le relevez, le premier obstacle à l'obtention d'un permis de séjour et d'un statut stable, c'est l'obligation de se domicilier. Avoir une adresse est la clé pour l'accès aux droits et donc aux services, y compris les services d'emploi. Pour cela, il importe de faciliter l'accès à une adresse de référence tout en assurant un accompagnement juridique et un accompagnement à l'emploi. L'octroi d'un logement de transit ou d'un accueil transitoire à l'hôtel est notamment une première étape importante pour aider ces citoyennes, ces citoyens à régulariser leur situation administrative. Bram y a fait référence. Mon cabinet travaille à accroître le nombre de places disponibles avec l'appui de la COCOM, donc de l'administration de la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi des communes, donc des districts locaux à Bruxelles. 150 places s'ouvrent dans les jours à venir dans 3 hôtels, à Forêt, Anderlecht, Schaerbeek. 150 places en plus, des dizaines, voire des centaines d'autres places déjà ouvertes depuis un certain nombre de mois. Et vous le savez, j'ai fait aussi du Housing First un des objectifs majeurs de cette législature. Le budget Housing First a été doublé en 2020 par rapport à 2019 et il sera quadruplé d'ici la fin de la législature. Au moins, ça figure dans l'accord de gouvernement et nous mettrons en œuvre au moins ce qui est prévu dans l'accord de gouvernement. Dans le cadre du plan de relance et de redéploiement de la région, dans des mesures post-Covid, 2,5 millions d'euros
ont été prévus pour ce type de politique en 2020 et 6 millions d'euros en 2021. Notre objectif est en fait que 500 ménages supplémentaires puissent bénéficier d'un logement et d'un accompagnement psychosocial pour la fin de l'année 2021. Pour y arriver, nous collaborons avec la secrétaire d'État, Madame Benamou, qui est donc en charge du logement, qui lance et qui a soumis à discussion un plan d'urgence logement, et nous essayons au maximum d'articuler nos politiques, parce qu'effectivement, pour faire du housing first, il faut des logements et de l'accès à des logements. Sinon, on a un bottleneck, on est bloqué, on est coincé. Et nous allons lancer prochainement un appel à projet à tous les opérateurs publics et privés afin de trouver ou de dégager ces logements, en plus d'autres démarches proactives. Dans le cadre du renforcement des acteurs qui travaillent en journée, nous avons décidé de soutenir le projet de Diogène qui permet, dans une logique de travail de rue et de outreaching, d'atteindre et de travailler avec les publics qui sont visés par l'étude qui est présentée aujourd'hui. Le deuxième axe pour aider ces citoyens européens à sortir de la rue, c'est l'assistance sociale. Vous savez, en Belgique, elle est attribuée par des centres publics d'action sociale qui sont liés aux communes. Et le moyen de l'assistance sociale privilégiée, c'est un revenu d'intégration sociale, le RIS, ou équivalent revenu d'intégration sociale pour les personnes non belges. Les chiffres de l'étude sont éloquents. Parmi les personnes qui ont accès à l'aide sociale, seulement 6% sont à la rue, alors que ce chiffre est de 64% pour celles et ceux qui n'ont pas ces revenus. Il est donc essentiel de garantir l'accès à ce filet de sécurité, d'assurer la prise en charge pendant quelques mois pour que la situation de sans-abrisme ne devienne pas chronique, car comme on le sait, le fait d'arriver à la rue, de vivre à la rue, a des effets néfastes sur la santé mentale, la consommation d'alcool, etc. Et vous le montrez aussi dans vos présentations, celle de Mauro particulièrement. L'accès à un revenu, des aides sociales ou un travail déclaré, ou les deux, a donc un effet très positif par rapport à la prévention du sans-abrisme ou la limitation dans le temps de la durée du séjour en rue. Enfin, chez elles, les personnes sans-abri peuvent petit à petit retrouver un sentiment de sécurité, s'assumer et poser les actes nécessaires pour s'émanciper. Et pour ça, il importe aussi de faciliter la possibilité pour elles de s'enregistrer en tant que demandeuse d'emploi ou demandeur d'emploi. Et là aussi, vos chiffres le montrent, les citoyens mobiles européens qui sont accompagnés par Diogène veulent travailler et ils travaillent quand on les y autorise. Et quand ils obtiennent un permis de travail, pour l'essentiel, ils travaillent. Et donc, à nous de les y autoriser au plus vite, de leur simplifier la tâche afin de leur éviter de sombrer dans des conditions précaires et des problèmes de santé qui peuvent rendre leur accès au travail par la suite plus difficile. Ces trois axes d'action forment une colonne vertébrale d'une approche holistique de sortie de rue sur laquelle mon cabinet travaille avec l'ensemble des acteurs du terrain, car c'est évidemment en coopérant tous ensemble, travailleuses et travailleurs de rue, secteur associatif, centre public d'action sociale, acteurs du logement, administration de l'emploi, etc., que nous permettrons à ces citoyens européens de s'émanciper et de vivre dignement à Bruxelles et de sortir d'une certaine forme d'indignité sociale. L'appel à projet européen auquel Bruxelles a répondu, donc Bruxelles, l'organisme de coordination des politiques d'aide aux sans-abri à Bruxelles, est aussi basé sur cette approche holistique et coordonnée. Il prévoit d'aider les personnes les plus vulnérables sans abri en 3 étapes. 1, l'enregistrement dans une des communes de la région via un logement de transit ou une adresse de référence pour réactiver les droits sociaux. 2, un coaching pour la recherche d'un logement. 3, un appui pour s'intégrer sur le marché de l'emploi. On attend impatiemment la réponse de la Commission européenne quant à cette candidature et j'espère évidemment vivement que ce projet pourra voir le jour au plus vite. L'idée, c'est donc bien ensemble de briser un cercle vicieux de mode de survie au quotidien, tel que vous le dénoncez, pour le remplacer par un cercle vertueux qui offre des perspectives, une vie digne à celles et ceux qui le souhaitent. Bruxelles, c'est une ville multiculturelle. Celles et ceux d'entre vous qui y vivent ou qui y travaillent ou qui connaissent la ville le sachent. Un Bruxellois sur 2 n'est pas né belge. Tous les Bruxellois, quelle que soit leur nationalité, doivent avoir accès à un statut leur permettant de mener une vie digne.
Je tiens à remercier évidemment tous les acteurs bruxellois qui, au quotidien, œuvrent dans ce sens. Je veux dire que l'Union européenne a aussi un rôle à jouer dans cette lutte pour assurer de meilleures conditions de vie à ses citoyens mobiles. Il serait judicieux qu'elle clarifie certaines notions de la directive sur la libre circulation, comme par exemple les notions de charges déraisonnables sur le système d'assistance sociale. Ça mériterait d'être clarifié et sans doute un petit peu assoupli. La notion d'être activement à la recherche d'un travail, ou encore celle même de travailleurs ou travailleuses, par exemple en s'accordant sur un nombre minimum d'heures de travail ou une rétribution minimum pour considérer quelqu'un en tant que travailleuse ou que travailleur. Ensuite, une coordination devrait être établie au niveau européen avec les autorités publiques locales et nationales et le corps consulaire afin notamment, dans le cadre de partenariats transnationaux, de préparer les citoyens mobiles de l'Union avant leur départ et de contribuer à trouver des solutions adéquates pour les personnes qui tombent dans la précarité dans un autre État membre. Cette coordination européenne pourrait aussi prévoir, dans un monde idéal, un mécanisme de solidarité financière qui garantirait un filet de sécurité aux citoyens européens mobiles et sans revenus. Voilà un peu les pistes d'action au niveau bruxellois, mais aussi au niveau européen, que votre étude très intéressante m'inspire. Je me permets encore de remercier évidemment pour cet excellent travail de compilation de données et d'analyse toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste encore un petit peu avec vous, évidemment, pour la séance de questions-réponses. I have to unmute. After hundreds of Zoom meetings, I still forget to unmute, but thank you very much, Minister Mahon, for your very clear interventions with some actions that will take place at local level, but also some interesting proposals for European action that we will put to Katarina Ivankovic later in the panel discussion. I don't see any questions in the chat, but if you allow me to ask one quick follow-up question, because you mentioned the 3 axes of intervention, getting people quicker, give them an address or access to an address more quickly so that they can get their administrative status in order, work, etc. But you have not mentioned at all the issue of return. We know that most people actually want to work and the solution for them is work, but I guess that there must be some space somewhere for those people for whom there is no other option but to return to the country of origin. Is that something that you look at as well, or is that something that you expect from the European Union to deal with? La Belgique, en tant qu'État fédéral, travaille sur ces questions. Vous savez que la politique migratoire, autant que tel, le droit au séjour, etc., relève du gouvernement fédéral, pas des gouvernements régionaux. Donc, j'ai peu à dire sur la question. Ce que nous faisons, nous, c'est nous assurer ou essayer de faire en sorte, avec les acteurs de terrain, que les personnes qui sont ici puissent se construire un avenir ici. Si elles souhaitent rentrer chez elles, tant mieux si le fédéral dispose ou les aide à le faire. Et il le fait. Il y a des politiques de retour qui existent au niveau fédéral qui peuvent faire sens dans un certain nombre de cas, en tout cas sur base volontaire de mon point de vue. Mais il y a aussi, vous le savez, des retours sur base non volontaire dans tous les pays de l'Union européenne, mais qui existent aussi en Belgique. Mais au niveau de la région bruxelloise, ce que nous faisons, c'est essayer au maximum de les aider et d'essayer de faire prendre en considération leurs droits. Voilà. Alors pour les citoyens de l'Union européenne, ce n'est pas la question principale, mais pour des citoyens qui viennent de en dehors de l'Union européenne, il est évident aussi qu'il y a de l'effort à faire pour leur faire connaître leurs droits à l'asile, le cas échéant. Un certain nombre de personnes qui arrivent ici, et je parle ici de personnes en dehors de l'Union européenne, ne font pas valoir leurs droits à l'asile alors qu'ils pourraient le faire. Donc là aussi, c'est un travail que nous pouvons contribuer à inciter.
Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question dans le chat, mais je ne pense pas que c'est particulièrement pour vous, Monsieur le Ministre. La question, c'est de Monsieur Laurent Durcel. Si le pourcentage très élevé des personnes venant de Pologne et Roumanie se retrouve aussi dans d'autres grandes villes européennes. Je pense que oui, mais peut-être Mauro, tu peux vite répondre sur cette question parce que tu connais la situation hors Bruxelles aussi. Ben, oui, effectivement, c'est le cas dans plusieurs villes. Après, ça dépend. Étrangement, il y a quand même certaines villes où soudainement il y a une certaine communauté plutôt qu'une autre qui est plus représentée. Je me souviens par exemple avec des partenaires à Münster en Allemagne, c'était surtout des ressortissants de Bulgarie plutôt que de Roumanie ou Pologne. Et même, il faut dire aussi que peut-être il y a certaines communautés qui ici, dans notre rapport, on n'a pas eu la possibilité effectivement d'observer, de reporter. Je me souviens un rapport de Médecins du Monde par rapport au centre Jacques Brel qui a été utilisé comme centre de jour pendant la crise Covid, où parmi les nationalités plus représentées, il y avait justement les ressortissants bulgares. Donc, pour une raison ou pour l'autre, peut-être que les services de Diogène n'est pas forcément rentré en contact avec la communauté bulgare. Mais bon, pour revenir à la vraie question, quand on regarde des villes comme Paris ou on regarde des villes comme Stockholm, dans les Pays-Bas aussi, c'est souvent des ressortissants polonais. Mais bon, il ne faut pas rentrer non plus dans cette dynamique. Et tout de suite, on pense que c'est seulement ces nationalités qui ont des problèmes. C'est juste des nationalités qui sont rentrées un peu plus tard par rapport à d'autres. Les Italiens ont eu leurs problèmes dans les années 60 et 70 et la discrimination en Belgique contre les Italiens, c'était des années 60 ou 70. Donc, il y a quand même des choses à prendre en considération aussi quand on parle des nationalités en général. Yes. Thank you, Mauro. And I think that's an important thing to emphasize. I can add that, for instance, in Ireland, we have seen that there is quite a few homeless people from Baltic states. And even in Belgium, the differences between cities can be quite remarkable. In a city like Ghent, for instance, they had to deal with quite a number of people coming from Slovakia, for instance. So I think we have to be careful not to jump to conclusions when it comes to the nationality of the mobile EU homeless citizens. If you allow me all, I would like to move to the panel because we are catching up a little bit of time that we lost during at the start of the meeting of the webinar because of the technical problems. So we have quite a large panel of politicians. I would like to quickly present them all. There is, first of all, Saskia Brikmont, who is member of the European Parliament for the Greens. Then there is Mark Botenga, also from the European Parliament, a colleague of Saskia Brikmont, but for the group of the European United Left and Nordic Green Left, or GUE, like we call it in the Euro slang. Then there is David Lester, who is the president of the Brussels office of the MR, the Mouvement Réformateur. Then we have Delphine Chabert with us, who is member of the Brussels Parliament, the Parliament of the Brussels Capital Region, as well as the Parliament of the Wallonia-Brussels Federation. Belgium, and especially Brussels, is a complicated region. From the Socialist Party. Christophe de Beukelaar, also from the Parliament of the Brussels Capital Region from the CDH, the Centre Démocrate Humanist. And then we have Katarina Knežević, Ivanković-Knežević with us, who is director in DG Employment and Social Affairs and Inclusion of the European Commission, and who has many responsibilities, but one of her important responsibilities is to work on the issue of homelessness at EU level, or coordinate the EU actions on homelessness at the European level. I would like maybe everybody to start with an opening statement, sharp and snappy if that is possible, and I would like to keep the order as it is in the program. So let's start with our two European members of the European Parliament. First, Madame Brikmont, please. Bonjour à toutes et tous, un tout grand merci pour l'invitation, and I'll follow in English because I thought it would be only in English, so I prepared my speaking notes in English, but we can switch to all languages. As Alain Marron pointed out, there are a lot of issues that are related to the
EU level of policies and that we have to work on, and that we are currently working on in the different committees at the European Parliament side, and also with my colleagues of the Green Group and of the other groups, of course, and the group of Marc Botenga as well. As there are many related issues to the one that we are dealing with today, I decided to put the focus on housing and the housing report that we are wanting to push through, because there are a lot of important elements that will contribute if the Commission, the European Commission, also takes them on board, that will contribute to fight homelessness and all the related issues that your report is dealing with. So there have been a few initiatives on mobile citizens and homelessness, put it as proposals in the Employment Committee, but they didn't gain support as pilot projects at the end. And so I think the housing report is currently, for the moment, one of the most relevant reports that we have in our hands. Also, because, and you've showed it, Feanza showed it, the figures of homelessness show a very worrying trend of increase, 70% increase in homelessness in the whole EU over the past 10 years. So the European Commission is going to launch an action plan on implementation of the European Pillar of Social Rights in 2021. And Principle 19 of the social pillar is housing and assistance for homelessness, for homeless. So the Greens prepared a response to the EC consultation on the action plan. If you want, I can put the link in the chat or send it later. In short, we're calling the Commission and the Member States to make housing and assistance for homeless one of the cornerstones of the action plan on the European Pillar of Social Rights. We want the Commission to come with a framework on for national homelessness strategies, incorporating a goal to end homelessness by 2030. In order to increase the ambition in line with the UN Sustainable Development Goals. So the main policy demands are for member states to prioritize the provision of permanent housing to homeless people via the scaling up of housing first schemes throughout the EU, as we're doing it in Brussels. Emergency measures put in place to prevent homelessness and protect people during the COVID crisis, extended and followed up with permanent solutions. And this is really important considering the increase of homelessness related to the crisis, and it's probably only the beginning. EU funds set aside to tackle homelessness and housing exclusion, put an end to the criminalization of homeless people, and more accurate data collection on homelessness throughout the EU, as presented today by Feanza and Diogène. The initiative report on access to decent and affordable housing for all, and the rapporteur was Kim van Sparentijk, my colleague from the Netherlands, was voted in the committee on the 1st of December, and we should vote it in plenary in January 2021. The report deals with the housing crisis more widely, but contains core demands on tackling homelessness. Again, if you want me to send these documents, if you want me to send you the links, I will be happy to do so. It also needs to be noted that it is a topic that is finding a broad majority in the European Parliament. MEPs voted with an overwhelming majority the support to the goal of ending homelessness by 2030 at EU level. And this was in the November plenary. Our group has also welcomed another report, a resolution coming from the Petition Committee, which condemns the increasing homelessness rates in the EU. And this is important because it shows the links between homelessness
and the rising housing costs, the reduced social protection schemes, the inadequate policies in many member states, and also it particularly calls the Commission to propose an EU framework for the national homelessness strategies, as I said before. It's also important to note the different reports on how the COVID-19 crisis has affected the affordability of housing in the EU, indicating that economic recession and loss of jobs and income may further increase housing costs and homelessness rates in Europe. While housing policy does not as such fall under the EU's jurisdiction, we know it can affect housing conditions indirectly through regulations, for instance, concerning state aid rules, fiscal law, competition law, and also measures, notably recommendations and guidelines. And that's also what we are focusing on. Then I think it's important as well, and please interrupt me if I'm being too long, but I think it's important, and you pointed it out also in your own report, to have specific attention to Roma people. We really note deep concern that the living conditions of Roma continue to be extremely worrying, with many persons often living in segregated settlements characterized by substandard living conditions. And all member states need to promote the spatial desegregation and engagement of Roma beneficiaries in housing projects. And this is also really well pointed out in the resolution we adopted on the upcoming strategy, calling also the European Commission to adopt a new strategy related to the implementation of Racial Equality Directive and EU anti-discrimination legislation. Finally, I will also end by saying that we have addressed specific questions and demands to the upcoming Portuguese presidency, because the European Pillar of Social Rights will be on the agenda during the presidency and its implementation as well. And we are asking them to put a priority also on poverty and social exclusion, with protection of the most vulnerable. And then, as said, a lot of other issues, such as working actively on a European framework on minimum wages, because the Commission announced that they would work on minimum income. And this is very important also to us to go to a comprehensive model in order to tackle all those issues and other related issues. Yeah. I'm running out of time, so I'll stop here. Thank you. I might have to stop you there. If I can, thank you for that, for outlining how mobilized the European Parliament is at the moment on the issue of homelessness. That's really welcome. It's unprecedented. I'm now 20 years with Fianza. I've never seen such strong mobilization on homelessness in the European Parliament. So that's important and should not be underestimated. Maybe one suggestion that I could send back to you, the issue of homeless EU mobile citizens is actually not covered, nor by the resolution, nor by the report on housing from Kim van Sparentak. Maybe there is still possibility to actually include that very urgent issue, which is very European, in the report. I know it's difficult, but even at plenary, in plenary sessions, it's possible to have last-minute amendments. Maybe that's something that you could take back with you for one of the next meetings. You're fully right, and I did so already when I read the first line of the report. I did it because I realized that it wasn't included. So hopefully we'll do it. Perfect. For those in the audience that think that this was agreed beforehand, it was absolutely not agreed. I had no idea that that was already done. So thanks for that. Over to Monsieur Botenga for your intervention. Yes, thanks a lot. I kind of prepared it in French as I thought that we'd do it in 3 languages. So I'm gonna switch to French if that's okay. Perfect. With the translation right now. Absolutely.
Donc oui, merci d'abord pour l'organisation, le témoignage et le rapport et surtout la présentation de l'analyse qui me semble non seulement utile mais aussi révélateur d'avoir ces détails. Saskia a beaucoup parlé des rapports en cours au Parlement européen. Moi, je veux peut-être, enfin, du côté du logement notamment et des personnes sans abri, je veux peut-être insister un tout petit peu plus sur la dimension des travailleurs mobiles. Tout d'abord, il faut quand même souligner qu'en Europe, on aime parler de la libre circulation, mais très souvent, malheureusement, il y a une circulation forcée. C'est-à-dire que des gens sont forcés ou se sentent forcés de quitter leur région, leur pays pour trouver un endroit où trouver un emploi, un salaire décent. Et on a vu au cours des dernières décennies certains pays perdre entre 15 et 25% de leur population. On parle de la Roumanie qui a été mentionnée tout à l'heure, on parle de la Bulgarie, mais aussi certains États baltes. Donc, il s'agit vraiment d'un mouvement très important qui souligne le développement inégal au sein de l'Union européenne. Effectivement, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le défi démographique, mais qui a aussi à voir avec, évidemment, les politiques d'austérité qui ont été appliquées et qui font que dans beaucoup de ces régions, et même des régions rurales, dans ce qu'on appelle la vieille Europe, donc le côté occidental surtout, les services publics manquent, l'investissement dans des emplois de qualité manque, et ça crée évidemment des citoyens qui exercent leur droit à la libre circulation, mais qui en fait sont obligés de l'exercer. Et ça, c'est évidemment pas le but. Donc, c'est une première chose que je voulais dire. Une deuxième chose, je pense qu'effectivement, c'est alors les droits de ces citoyens mobiles. Il y a une série de directives, de règlements européens qui ont été revus récemment et qui sont en cours de révision. Je pense notamment au règlement 883 qui doit coordonner les systèmes de sécurité sociale au niveau européen et surtout garantir que les travailleurs mobiles ne perdent pas de droits. De mon point de vue, devrait garantir que les travailleurs mobiles aient les meilleurs droits au niveau de la sécurité sociale. Ça, c'est une partie des règles qu'il faut revoir et c'est difficile. Ça fait 4 ans, entre-temps, que ce règlement est en cours de révision, qu'il n'y a pas d'accord pour donner à ces travailleurs mobiles vraiment la base, c'est-à-dire l'accès au système de sécurité sociale le plus favorable à leurs droits. Et je pense que là-dedans, bon, il y a la question de l'exportation des droits, mais là-dedans, il y a aussi la question du suivi. Parce que ça a été mentionné tout à l'heure, vous avez beau avoir tous les droits que vous voulez, si après, il n'y a pas de suivi, ces gens-là perdent leurs droits, ne peuvent pas revendiquer ces droits. On l'a eu pendant la crise Covid, on l'a souvent. Je vais prendre un exemple très concret. Pendant la crise Covid, en pleine crise Covid, des travailleurs roumains ont été mis dans des avions pour aller travailler en Allemagne et ont ensuite été abandonnés à leur sort, sans recevoir leur salaire, sans recevoir souvent leurs droits en matière de sécurité sociale. Et les syndicats, ça a été les syndicats à mettre sur pied des réseaux pour suivre ces travailleurs aussi après leur retour en Roumanie et en Croatie pour pouvoir les aider à trouver leurs droits. Maintenant, là, il s'agit d'une situation particulière, mais qui n'est pas du tout, malheureusement, extraordinaire ou exceptionnelle. La question, là, est une question, et je parlais de l'austérité tout à l'heure, mais c'est une question des services sociaux. De l'investissement dans le suivi, dans les services de contrôle, d'inspection, de suivi, etc., qui ont été affaiblis dans de nombreux pays, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs. Et ce n'est pas malheureusement avec l'autorité européenne du travail que nous allons pouvoir compenser cela. C'est très bien que cette autorité soit finalement créée, mais ce n'est pas elle qui va compenser les pertes qu'on a eues au niveau national, notamment suite aux mesures d'austérité. Je veux prendre un petit moment par rapport à cet aspect-là qui regarde effectivement, qui concerne très clairement la question de l'accès aux droits qui a été montré aussi par le rapport. Je pense qu'il faut aller vers, et ça demande des investissements, vers l'automaticité des droits. Donc, il faut d'une part, effectivement, garantir qu'au niveau européen, cette coordination permette
aux travailleurs mobiles d'avoir accès aux meilleurs droits, mais d'autre part, et ce n'est pas forcément au niveau européen que ça doit se faire, c'est l'automaticité des droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéficiaires qui auraient des droits ne doivent pas eux-mêmes aller chercher ces droits, mais les reçoivent. Ça, évidemment, ça demande des investissements considérables. Et je pense que les acteurs locaux, régionaux et nationaux se rendent compte de l'investissement que ça voudrait dire, que ça impliquerait pour aller chercher les gens, pour faire le suivi, etc. Mais c'est la seule façon, je pense, de pouvoir arriver effectivement à en finir avec les situations que nous avons vues décrites et analysées tout à l'heure. Après, il y a une série d'autres mesures dont je ne vais pas parler, qui sont la question des loyers, évidemment, dans une ville comme Bruxelles, comme on parle particulièrement de Bruxelles aujourd'hui, mais c'est la question, évidemment, dans d'autres capitales européennes. Dans certaines capitales, on voit de meilleures politiques, dans d'autres pas. La question des loyers qui est de mesurer, la question des investissements dans le logement public. Moi, je suis fort favorable à une Europe qui regarderait les meilleures pratiques un peu à droite à gauche, qui essayerait de les généraliser. On a parlé tout à l'heure Housing First. Je pense qu'en Belgique, mais dans de nombreux pays, on est très loin du modèle finlandais. Je veux dire, si on regardait le modèle finlandais, même avec les limites, je veux dire, mais si on prenait ce qu'il y a du mieux à prendre là-dedans et on l'exporterait ou on essayerait de l'appliquer de manière différenciée aux différents pays, on avancerait. Ce serait une Europe, je pense, qui pourrait enthousiasmer bien plus qu'actuellement. Je ne veux pas parler des fonds sociaux pour l'instant, parce que je pense que probablement la Commission en dira peut-être un mot tout à l'heure. Oui. Je veux encore juste dire un mot qui me semble important. C'est par rapport à une pratique qui, à mon avis, est inacceptable aujourd'hui par rapport au détachement. Et qui est, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la construction, du secteur de la construction. Donc, il y a beaucoup de ces travailleurs qu'on retrouve qui viennent ou qui ont travaillé dans le secteur de la construction. Mais il y a une pratique aujourd'hui, non seulement d'entreprises boîte aux lettres, mais aussi d'agences d'intérim qui détachent des travailleurs. Ça veut dire quoi? Normalement, le détachement, c'est un moment temporaire où un travailleur est envoyé dans un autre pays par une entreprise qui aurait besoin de fournir un service dans un autre pays. Ça, c'est la philosophie, c'est l'idée de base. On peut en discuter, etc., mais c'est ça. Une agence d'intérim ne devrait pas pouvoir détacher de travailleurs. Ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas sa vocation, et c'est en fait un détournement, je trouve, du concept même du détachement. Et effectivement, une fois que ces travailleurs ont fini leur période de détachement, au-delà des droits qu'ils pourraient ou ne pourraient pas avoir, l'agence intérim souvent les abandonne parce que leur contrat n'a plus aucune valeur. Et je trouve que cette pratique-là est vraiment condamnable et je voudrais en finir. Voilà, je vais me terminer là, comme ça j'ai plus ou moins respecté le temps. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Botenga. Can I make you one suggestion, because you mentioned the European Labour Authority that has been created to look at several things that have to do with free movement and the impact of free movement. Is it not an idea for the European Parliament to add to the issues for which the European Labour Authority or issues the European Labour Authority could work on, the issue of homelessness? Following free movement, because it's so related to work that it seems logical that also that issue is on the list of teams for the European Labour Authority. Maybe not immediately now that it's in the startup phase, but at a later phase it could be added, I guess, as an important issue. Just a suggestion. I agree. I think there's a lot that can be done on the competences of the European Labour Authority. Also on the means and the tools that are at the disposal of this authority, because that's a real question. I mean, if you've got an authority that has the competences but not the means or the resources to actually fulfill its mission, it's not going to make a big difference. So I think that is it's a fair point you make, and I want to bring it in as a number of other things that really we should have this Labour Authority do at the European level. Thanks. Thank you very much. So let's now move to the local level, or I should actually say a regional level, because Brussels is a region. Let's start with Mr. Lester from the Mouvement Réformateur. I hope you're there. I don't see you, but yes, I see you.
I don't know if you have to unmute. Now you switched off the camera, but I think now you have to switch on the camera again and unmute. Seems difficult. Maybe while that's happening, maybe I can already start with Madame Chabert from the Socialist Party, and then I'll come back to Mr. Lester immediately after that. Madame Chabert. Oui, ben je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier surtout pour cette invitation et puis remercier Diogène, la FEANCEA et Bruxelles pour cette recherche qui est vraiment intéressante. Et je pense qu'il va nous aider à mieux calibrer un peu notre soutien et nos politiques d'aide aux sans-abri. Pour commencer, je voudrais dire que ce que montre cette enquête, enfin c'est ça qui ressort très fort pour nous, c'est qu'on voit des failles en cascade au niveau politique à plusieurs niveaux et qui se traduisent clairement par le non-respect de droits fondamentaux. Ça, je pense que c'est vraiment important de le mettre en début des discussions et puis qui se traduisent aussi par une inefficacité de nos politiques, y compris une inefficacité financière. J'y reviendrai si j'ai le temps. Alors, au niveau européen, puisque c'est de là dont on démarre, évidemment, les failles s'y retrouvent et je pense que il faudrait vraiment avancer vers une Europe sociale et donc renforcer ce pilier des droits sociaux. On en a parlé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire avancer vers une couverture sociale, vers des minima sociaux et pourquoi pas une portabilité des droits pour chaque citoyen des États membres. Je pense que le projet européen doit être un projet social et que c'est à ce niveau-là qu'on doit en créer le socle de droits sociaux. Alors, en attendant d'arriver vers là, et ça se fera par étapes, je sais bien que les politiques sociales aujourd'hui sont de la compétence des États membres, mais l'Europe a quand même des leviers, donc on peut travailler au moins sur les objectifs. Alors on a les objectifs de la stratégie 2020, et puis on peut travailler sur les moyens financiers, notamment via les fonds structurels européens. Monsieur le ministre Alain Marmont a parlé d'un appel à projet auquel on a candidaté. J'espère qu'on l'aura, ça a l'air vraiment important, mais je pense qu'on pourrait demander une meilleure distribution, notamment de ces fonds en faveur du sans-abrisme. Alors, je suis heureuse d'entendre, vous venez de le dire, qu'on n'a jamais autant parlé de sans-abrisme dans cette commission. C'est très bien, mais je pense qu'on attend des objectifs encore plus ambitieux pour aller vers la fin du sans-abrisme. Je pense qu'il faut le nommer, c'est ça qu'il faut dire. Nous souhaitons ensemble aller vers la fin du sans-abrisme. Et pourquoi pas commencer au niveau européen à travailler sur la coordination de la possibilité d'avoir une adresse de référence dans chaque État membre. Donc ça, je pense que c'est une chose sur laquelle on pourrait travailler. On pourrait aussi travailler, je sais, en tout cas, ça n'existe pas à ma connaissance, mais si c'est le cas, alors je serais contente de le lire. C'est un état des lieux du sans-abrisme européen pour ces citoyens mobiles, ces travailleurs mobiles. Et donc, si ça n'existe pas, est-ce que la Commission pourrait aussi peut-être financer des recherches qui nous aideraient à connaître mieux le profil de ces personnes migrantes, aussi à connaître les raisons de leur mobilité. On a vu dans la quête de Diogène et de Bruxelles que, évidemment, c'est essentiellement la recherche d'un travail qui amène les gens à changer de pays, mais combien de temps ils passent dans chaque État, quelles sont leurs attentes, etc. Donc, je pense qu'on a aussi un travail à faire qualitatif sur ces personnes. Et puis, ça a été dit aussi, déjà, je pense qu'on doit avoir un point d'attention très fort sur les familles roms. Et quand même, en tout cas, moi, je constate qu'à Bruxelles, la stratégie européenne, y compris la stratégie nationale et sa déclinaison au niveau régional, ne fonctionne pas. Alors, on a la chance à Bruxelles d'avoir quelques communes qui sont très volontaristes et qui ont mis en œuvre sur le terrain, très concrètement, un accompagnement très serré de ces familles qui sont en général composées de personnes très, très abîmées. Et ça donne les résultats. Alors, c'est vrai que c'est très coûteux. C'est un accompagnement qui demande du temps, mais je pense qu'il est vraiment intéressant parce que personne n'a à gagner à ce que toute une famille complète relève de l'assistance sociale. Donc ça, c'était un peu les balises qu'on voulait mettre par rapport au sans-abrisme au niveau européen. Je voudrais, si j'ai le temps, quand même embrayer sur le niveau belge rapidement et puis le niveau bruxellois. Je voudrais dire qu'au niveau belge, on intervient quand même dans un cadre et avec des balises. Et ce cadre, quand même, c'est l'article 23 de notre Constitution qui prévoit que chaque personne a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Et je pense que dans tous ces débats, on ne doit pas oublier ce cadre de la dignité, le principe de dignité humaine. Alors, par rapport à ça, la région, qu'est-ce qu'elle fait? La région bruxelloise,
Monsieur le ministre en a parlé pas mal. Elle fait beaucoup. Elle fait même, alors c'est pas parfait, ça je l'entends bien. On travaille le gouvernement travaille à améliorer ça. Et nous, au Parlement, on essaye de pointer des points d'attention. Mais elle fait quand même beaucoup. Et alors, je voudrais dire que ce qu'on voit, c'est que ces personnes migrantes intra-européennes, elles ont besoin évidemment de droits, du respect de leurs droits. Alors, on a parlé du logement, l'accès à un logement est très compliqué à Bruxelles, l'accès à un emploi, mais elles ont aussi besoin de services sociaux, d'avoir accès à des services qui les accompagnent. Je pense que ces personnes ont besoin, et ça a été dit dans les résultats de l'enquête, qu'on les accueille, qu'on les écoute, qu'on les soigne, puis surtout qu'on leur permette une autonomie par l'assistance dans un premier temps, mais surtout par l'accès à un travail. Alors, je vais épingler deux choses sur lesquelles on travaille aussi à Bruxelles. On a quand même une ordonnance, donc l'équivalent d'une loi au niveau bruxellois, qui prévoit, une ordonnance sur le sans-abrisme, pardon, et qui prévoit dans son article 2 que chaque personne a droit à un accès universel et gratuit aux services d'accueil. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'une de nos priorités au niveau de la région bruxelloise serait d'avoir un plan d'accueil. On a un plan d'accueil pour le sans-abrisme, mais qui est essentiellement orienté dans l'accompagnement des personnes qui sont en situation légale. Donc, d'avoir un plan d'accueil qui prévoit un hébergement, un accueil et un accompagnement pour les personnes qui ne sont pas en situation de séjour légal et qui organise aussi l'accès à l'aide alimentaire, le soin, etc. On a aussi, je pense, pas mal travaillé sur la question de l'aide médicale urgente, qui est en effet universelle à Bruxelles. Et donc, toute personne, y compris les sans-papiers, ça a été dit, y ont accès. Mais on voit quand même dans l'enquête de Diogène qu'il faut travailler là-dessus. On doit, je pense, aussi davantage soutenir des parcours d'accueil et d'information sur les droits des personnes, qui passent notamment par l'information sur leurs droits, mais aussi l'apprentissage de la langue. Et puis, l'accès au logement, et là, ça a été souligné, je vais taper sur le clou donc plusieurs fois, sur l'importance de dispositifs comme le Housing First. C'est vraiment intéressant, c'est une insertion durable. En effet, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus que ce que ça coûte, je pense, parce que ça permet vraiment cette insertion, je le disais, dans le temps, mais je voulais dire aussi que ça ne doit pas non plus être au détriment de moins de solutions par rapport à l'accueil d'urgence. À Bruxelles, on est une ville de passage, on est une ville de transit, on est une région un peu au cœur de l'Europe et on aura toujours besoin de solutions d'accueil d'urgence, y compris pour les intra-européens. Donc, je pense qu'on doit à la fois combiner une politique qui permet cette insertion durable via le logement, mais aussi qui permet des solutions d'urgence. Alors, je voudrais peut-être conclure rapidement en disant que on voit, la région fait pas mal de choses. Il faut quand même agir davantage au niveau européen. Il faut agir aussi au niveau de la Belgique, parce que la région bruxelloise n'a pas tous les leviers. Et je voudrais dire quand même que politiquement, de manière générale, ça coûte beaucoup moins cher d'investir en amont pour permettre, garantir l'insertion des personnes notamment migrantes. Ça coûte moins cher d'investir en amont que de travailler une insertion durable quand elles ont été décrochées, abîmées, sans logement pendant des années, etc. Et je voudrais aussi avoir un mot, je pense que c'est important dans ce débat, on parle de ces personnes qui sont sans abri, intra-européennes. Je voudrais aussi avoir un mot sur les professionnels de la première ligne qui les accompagnent. Je pense qu'il faut mieux soutenir ces professionnels parce qu'on se rend compte à Bruxelles, en tout cas, que souvent ces personnes ont elles-mêmes des conditions de travail précaires ou insécurisantes. Et je voudrais aussi souligner l'importance de l'innovation, enfin du soutien politique dans l'innovation de ces pratiques professionnelles. Dans le travail social, on en voit beaucoup. Je voudrais parler par exemple de la paire aidance. On a des maraudes sociales, c'est comment on va aller vers les personnes, ça a été dit, l'outreaching, les équipes mobiles qui vont vers ces personnes, les informer, les raccrocher, les amener vers des solutions plus durables. Et puis travailler aussi sur peut-être des solutions avec de la médiation interculturelle qui pourrait nous aider, je pense, à mieux accompagner ces personnes. Voilà pour un premier tour. Très bien. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour parce que le temps passe, bien sûr, mais merci beaucoup pour les suggestions. Aussi pour les suggestions pour des actions européennes parce qu'on a souvent l'impression au sein de la FEANSAC que toutes les villes essayent de résoudre la problématique du sans-abrisme auprès des personnes mobiles au niveau local et ne pensent pas à pousser une partie de la responsabilité au niveau européen.
Merci beaucoup pour ça. J'essaie de nouveau de passer la parole à Monsieur Lester. Peut-être je prononce mal son nom. Ah oui, il est là. La parole est à vous. Voilà, excusez-moi. J'avoue, je reconnais que j'étais sur 2 réunions en même temps. Je suis désolé, je le reconnais. Ça arrive. Je le ferai plus, promis. Mais ce qui ne m'a pas empêché de vous écouter, je crois que beaucoup a été dit et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont dites et que je rejoins. Mais je vais essayer d'apporter 2 éléments. Un élément, je dirais, peut-être plus particulier, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe, donc on est très haut. Et moi, j'ai la chance d'être aussi président de CPS, donc on est un peu plus bas dans le niveau de pouvoir. Je dois dire ça en français ou en anglais? En français, ça va aussi? En français? Oui. Ok, voilà. Français, très bien. Français. Merci. Et j'ai cette chance d'être président de CPS depuis maintenant plusieurs années, où c'est vrai que voilà, la situation du sans-abrisme est quelque chose que l'on connaît bien, même si ma commune n'est certainement pas celle qui en connaît le plus. J'en suis bien conscient. Cela dit, c'est vrai, et il faut reconnaître que le ministre Marron, pour se faire, sans vouloir mettre le paquet, et donc moi j'applaudis cela sur la politique de Housing First. C'est une magnifique idée, une magnifique politique. Dans le concret, je tiens quand même à relever certains éléments de blocage qui rendent en fait le développement de cette politique plus compliqué que ce que, je dirais, sur papier, ça semble être. Et le premier élément, qui est le plus difficile, c'est que dans Housing First, il y a Housing First. Donc, il faut qu'on trouve en fait un logement. On trouve un logement. Et ça, croyez-moi, à Bruxelles en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça peut en avoir l'air, même avec toutes les bonnes volontés que l'on veut. Et sans, malheureusement, ça, housing, derrière, il y a toute une batterie d'acteurs, que ce soit des acteurs sociaux, des acteurs humains, j'en passe et des meilleurs, qui du coup ne savent pas déployer toute leur force, toute leur énergie, parce qu'on n'a pas le housing. On ne trouve pas facilement le housing. Je pense aux infirmières de rue aussi, par exemple, avec lesquelles on a développé beaucoup de contrats. Et donc, on en revient toujours à ce problème où il faut qu'on trouve à un moment donné un logement, même si c'est un logement transit. Et j'arrive quelque part, je vous rassure, parce que le logement transit, je suis assez convaincu que c'est une des options. C'est une des options qui, en tout cas, aide pas mal d'acteurs locaux, singulièrement les CPS, à trouver une solution temporaire, souvent renouvelable. Le bail peut quand même être renouvelé. Et qui mettent un tout petit peu de pression pour justement essayer de trouver une solution pérenne pour la personne qui occupe le logement de transit et du coup va pouvoir libérer ce logement de transit pour trouver une solution pour quelqu'un d'autre. Mais on voit bien qu'on est un peu dans le bricolage et on est toujours dans en fait le nœud du problème qui n'est pas spécialement l'argent, qui est trouver un toit. Et pour ce faire, c'est vrai, j'ai vu que ça se développait un tout petit peu dans le chat ici. J'avoue que l'acteur qui jusqu'à présent s'est révélé être le plus efficace en matière de recherche de logement, c'est l'AIS, ou ce sont les AIS, donc les agences immobilières sociales. Alors je sais que tout le monde n'est pas de grands partisans des AIS, mais pour en tout cas travailler depuis plusieurs années à cette problématique-là, à chaque fois qu'on a eu besoin d'une solution la plus rapide possible et la plus efficace dans ce périmètre-là, c'est en se tournant vers les AIS qu'on a pu la trouver. Il faut le reconnaître. On sait bien que tout ce qui est logements sociaux et autres, c'est une belle idée, mais on voit bien qu'à Bruxelles, c'est difficile d'avoir davantage de logements sociaux, c'est difficile d'en construire davantage et que la liste de personnes qui attendent derrière est très très longue. Et donc, si on ajoute à ça d'autres personnes, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Par contre, si on développe davantage le parc des AIS, je suis convaincu, et je sais que c'est un point plus politique, que tout le monde ne partage pas, mais que pour l'avoir vécu d'assez près au niveau, je dirais, très concret, pratique et local, ça fonctionne, ça marche. Par contre, je crois qu'il faut en parallèle aussi alors développer davantage la philosophie d'un logement de transit, ce qui permet, je dirais, d'avoir derrière d'autres personnes qui peuvent rentrer dans un logement en espérant du coup qu'on a pu trouver une solution plus pérenne pour quelqu'un d'autre qui n'en avait pas avant. Voilà, je dirais ici, pour essayer de ne pas être trop long, je dirais l'input vraiment, ou le message vraiment que je voudrais faire passer, qui dépasse, je dirais, le clivage politique, qui est vraiment une tentative de faire en sorte que, oui, on développe davantage le Housing First, et je sais que c'est une volonté du gouvernement régional dans lequel mon parti ne siège pas, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais je crois que c'est une belle volonté, et franchement, je la soutiens, et bravo, mais pour qu'on puisse faire du Housing First, il faut du housing. Et de mon expérience, je pense que
une des manières une des voies les plus concrètes, les plus utiles, c'est via les AIS, qu'on le veuille ou non. Et donc, j'entends que c'est un débat qui a pour le moment lieu au sein du gouvernement bruxellois sur quel est l'avenir des AIS. Est-ce que, oui ou non, ils vont davantage le promouvoir ou pas? Si je peux, de ma petite personne, plaider pour que ça soit le cas, pour qu'en fait, on renforce encore plus les AIS qui sont une option plus rapide, plus concrète que la construction d'autres logements pour le moment. Je crois vraiment que ça pourrait être utile. Parce que les AIS peuvent se décliner, et puis je terminerai par là, sous toute une série de formes. Vous savez, on peut faire des AIS spécifiques pour les étudiants, spécifiques pour les sans-abri, spécifiques pour... voilà, je veux dire, on peut décliner toute une série de personnes qui sont dans le besoin ou qui ont besoin d'un soutien public. Et pourquoi pas davantage le développer en la matière. En tout cas, moi, je suis un grand partisan de cette option-là. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer ici. Thank you very much. And actually, the social rental agencies, like we call them in English, are a best practice in Belgium. And other countries are looking actually at it and trying to copy some of it. I know some of the skepticism. We have to be careful that it doesn't become too expensive. But sometimes the countries where interesting practices happen, people tend to forget how interesting the practices actually are. But I can just tell you that there is a whole range of countries also in Eastern Europe looking at the Belgian practice of the social rental agencies. So I think it's something to look at without being without forgetting the criticism, and the criticism is often related to the actual cost of the IFS. I would like to quickly move to Christophe de Beukelare. If he's there, I don't see him. Yes, I see him. For a last intervention from the regional local level. And then I'm sure that Katarina has taken note of all the questions and suggestions, and she will try to answer. The one question that she will not answer is whether the Brussels region has won the project following the call. But all the other questions, there will be certainly an answer. But first we listen to Christophe de Beukelare. Et oui, merci de votre invitation, et je vais être très court. Tout d'abord, pour vous dire que je rejoins évidemment le plaidoyer que je viens d'entendre sur l'AIS, sur donc, les agences immobilières sociales. Évidemment, c'est un petit bijou qu'on a dans notre pays. Il faut bien s'en rendre compte. Alors, on n'est pas les seuls, mais quand même, ça a été développé de manière très, très forte à Bruxelles, et on doit absolument continuer à le soutenir. Je voudrais remercier notamment Diogène et Bruxelles pour ce travail de diagnostic au fond, et peut-être s'arrêter là-dessus aussi. On n'en fera jamais assez pour comprendre clairement les dynamiques à l'œuvre dans ce secteur social et le secteur plus spécifique du sans-abrisme, parce que c'est très difficile à bien comprendre, c'est très nuancé en fait, et chaque personne a des besoins très très particuliers, et donc faire un travail comme ça très spécifique ici sur les migrants internes à l'Union européenne, c'est vraiment intéressant. Et par exemple, pour le sans-abrisme à Bruxelles, c'est vrai qu'on entend toujours, et M. Marron est malheureusement parti, mais le gouvernement nous dire qu'il y a bien assez de places d'accueil et que les capacités d'accueil sont suffisantes. Et par ailleurs, on sait bien, je pense que la dernière étude disait qu'il y avait 2900 places d'accueil disponibles à Bruxelles, et les mêmes études démontrent qu'il y a plus de 4000 sans-abri en recherche, en recherche, ou en tout cas 4000 sans-abri qu'il faut essayer de réintégrer. Et donc, je pense que cette question du diagnostic est très importante pour qu'on puisse tous avoir les yeux grands ouverts sur les dynamiques à l'œuvre et y répondre intelligemment. Je rejoins ma collègue aussi sur la question de l'urgence. On n'en a pas beaucoup parlé ici dans votre présentation, et ce n'est pas grave, justement, il faut pouvoir se concentrer sur d'autres enjeux, mais la question d'urgence est fondamentale, et on doit pouvoir préparer cette urgence on avait les plans hiver à Bruxelles, mais c'est vraiment important de comprendre que les migrations, c'est changeant aussi suite aux événements extérieurs. Ça ne va pas s'améliorer avec la question climatique, et donc pouvoir répondre à cette urgence dans toutes les grandes villes européennes, en tous les cas, on doit pouvoir y faire face. Peut-être un petit mot sur le Housing First, parce que maintenant tout le monde en parle comme si le Housing First c'était la base, et que, bon, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques années, encore d'ici, on ne parlait pas de Housing First, on était dans toute autre logique. À Bruxelles, ce n'est qu'en 2015, et je ne le dis pas seulement parce que c'est ma collègue qui l'a mis en place, mais qui a lancé cette dynamique, mais aussi pour qu'on sente bien qu'on en est encore aux toutes premières années de cette vision des choses à Bruxelles en tous les cas.
et que ça n'a pas été simple de convaincre tous les acteurs de rentrer dans cette dynamique, même les acteurs de terrain, qui parfois étaient un peu étonnés de voir cette approche. Et donc, j'entends bien maintenant que Sourcing First commence à être installé, il faut non seulement développer, mais il faut aller un pas plus loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se contenter de donner un logement aux personnes qui sont en règle administrativement. Il faut permettre, et sans doute avec une meilleure adéquation entre l'accompagnement et l'accès au logement pour que voilà, cette indispensable première adresse puisse se faire indépendamment de l'ouverture complète, en tout cas, des droits, parce que, voilà, on a bien vu l'œuf et la poule. C'est toujours la même chose, mais donc sans doute que ça doit être alors conditionné à l'accompagnement associatif de la personne ou quelque chose comme ça, mais il faut que Sourcing First, c'est clair, on aille un pas plus loin. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'en terminerai par là, mais c'est qu'on l'a déjà fait. Puisque pendant cette crise du Covid, on a réquisitionné, c'est un mot un peu fort, mais on a travaillé avec des hôtels qui étaient fermés à Bruxelles avec des résultats très, très encourageants. Et je pense à un secteur qui était un secteur de terrain qui était vraiment très content et que je félicite. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, donc je le dis avec d'autant plus de facilité, mais on a pu, dans ces hôtels, faire vraiment, là, avoir des gens qui restaient longtemps, avec lesquels on a pu commencer un travail social qui n'était pas possible avant. Et donc, je pense, et c'est ma demande aussi par rapport au gouvernement, de tirer les leçons de ce qui a été fait là en urgence et dans la précipitation, mais qui a bien fonctionné. On doit pouvoir tirer les leçons de ça, tant au niveau des résultats, voilà, quantifier tout ça, aussi au niveau des coûts, pour qu'ensuite on puisse voir comment on peut peut-être étendre et implémenter ça dans le temps. Donc voilà, quelques remarques que je voulais apporter dans ce débat. Merci beaucoup. I think that was very useful. I think I feel a sort of consensus, political consensus on the urgency of homelessness at local level in Brussels. There seems to be a consensus that Housing First is the right thing to do. There seems to be a consensus also that the emergency measures are also required. I think that we have to dig in a little bit deeper on how to solve the issue of homelessness amongst EU mobile citizens. It has been raised. I think the responsibility is partly at the European level, not entirely, of course. But Katarina, I think the floor is yours now to address some of the suggestions, some of the proposals that have been made by the regional politicians and the MEPs. And if you forget to answer some of them, I will come back to you afterwards. But the floor is yours, Katarina. Thank you very much, Freek, and good afternoon to all. And despite all these connection challenges, we are finally understanding each other and hearing. I could do the French, but Dutch I wouldn't be able, or Flemish, so I apologize for that. Nevertheless, I just wanted to say that I'm really happy to see how much importance the European Parliament gives to the issue of addressing the homelessness. And I have to say, even if today's discussion had some a bit slightly different objective to address the mobile EU mobile citizen who become homeless in the other member states, I think the only thing that I want to refer in this respect is that indeed the free movement and the right of people to move freely is really one of the key freedoms, and it should remain, of course, one of the key freedoms. We could discuss challenges like some of you pointed out today that are within the sending or receiving member states, and these problems are very serious on the both ends. Either it reflects on the demographic picture, on the really fast aging, lack of services, lack of workforce, and then in the receiving member states, it really can also lead in the different direction. But I believe also we do have lots of prejudices and stereotypes when it comes to both sides, and unfortunately, it happens sometimes that we see unfair competition and then the downward pressure on the wages or the housing or the public services in the end. I would also like to share with you that as it is a high priority for the European Parliament, it is a high priority for the European Commission.
And as Freek said, it has never been so highly on the agenda. I'm absolutely positive that it's thanks to the understanding of our and support of our Commissioner Schmidt and the President von der Leyen, who allowed us to play and to undertake the issue as a high political agenda. It is important to know that although we all have the Parliament and the Council and the Member States and us, the European Pillar of Social Rights with its principles, and indeed Principle 19 speaks about housing, of the various aspects of the housing and the housing exclusion. The fact is that if no further actions are undertaken, no concrete actions are undertaken, we are not going to move far. We are not, and we are just going to run in the circle. So that's why I would like to share with you, and I believe you know it, our Commissioner mentioned it various times, that in 2021, after adopting the action plan on the European Pillar of Social Rights, which we hope is going to happen in the beginning of 2021, where each of the pillar principle is going to have a dedicated actions on how we want to tackle that principle. Also, if we look from the end of 2017 up until now, various activities and various initiatives have been already implemented and adopted in the light of the pillar, but not in the light of the pillar principle 19. So this one is still remain. We are as the same as you in the Parliament and in the Member States, fully aware of all of our competencies at the EU level and your competencies at the local level. But nevertheless, we do believe that it's the time that we create a favorable framework for increasing the political visibility of the topic. And the future actions in this regard are really going to address at first the policymakers and those who can make a difference. If you ask me concretely, I think in the pillar plan, which is not far, you will see which direction we are taking, and I would really like to leave it for the Commissioner to present what we have been planning in the light of the homelessness, but it is in line with what some of you have been saying about aiming at the eradication of homelessness by 2030. We are fully aware that we cannot set a goal like reduce by half or have some other targets of such a type. And we do believe that by joining the efforts, the 10-year period might be sufficient that we really address the challenges and the most radical forms of the homelessness, so that we have no people sleeping roughly, or that indeed in the emergency accommodation people remain only until it is actual and acute emergency, so that they move as fast as possible. And I can share with you, and some of you questioned the Finnish model and said we can't be Finland. To be honest, I believe everyone can be Finland. All the member states and even those that we are most skeptical about from the Central and Eastern Europe or some others, the more southern member states, because it did not happen in Finland over the night that they made a change. It took them more than 10 years in order to switch the paradigm. And for me, if you ask me, my personal opinion is that for implementing fully, even name it the housing first principle, the biggest problem and the biggest opportunity is one that you have in your hands, and that's the political will. And what happened in Finland when they put together all the resources, and I don't only mean financial resources, they managed to achieve the change, and that is the key point. And the key point is not to set a program for one government or one term. It is really to see this long picture and to see where we want to take the homelessness in 2030.
and how to get there. Some of you mentioned the EU funding. Yes, the new financial perspective is on the doors. We have made it possible that social housing, that addressing homelessness is possible within the ERDF, European Regional Development Fund, for the big infrastructure projects, but also from the European Social Fund Plus. But not only that, we are opening the windows in InvestEU. We are opening the windows in the other EU funds, and I believe it's still to be seen what the member states are going to put in the their reform and recovery plans within the recovery and reform program. And for this one, I believe you are better placed to tell me what your member states are going to put there, and if any of them is planning to address anything in relation to the social housing, to eradicating homelessness. And I would strongly advocate for thinking about it. And from the example that Minister Maron said, I think it is possible, and you see the good steps being put. And of course, you always have some either lack of money or either lack of premises or some others. But if you are clear where you want to take the topic, I think you will be there. Social safety nets mentioned by many of you, we do consider it also extremely important. It is in the light of our recent work that we have been undertaking maybe last year and a half on the communication and activities on the minimum income. The minimum income as maybe the most visible social safety net that there is in the light of extreme poverty. And we see that all the member states have some kind of minimum income schemes. Is it adequate? Is it available? This is the question, and this is something that we will be discussing in years to come. Then Portuguese presidency. Yes, we are also very happy. We have very intensive cooperation and communication with the Portuguese presidency. Our platform for homelessness is going to be launched under their presidency to follow the adoption of the pillar. And I have to say, I don't remember where we had really such a good understanding and cooperation with one presidency. And I'm happy to see that the future presidency, Slovenian and the French, are also taking this question very seriously. And you will see quite soon when they publish their work programs, how do they plan to address it. On the housing costs, just to share with you that we look this also from the light of addressing the poverty. So not only the energy poverty, we have included the possibilities within the renovation wave. And another additional challenge that comes to the Roma community, and it is also something that we are trying to see, and my colleagues are trying to see with the Council of Europe Development Bank and maybe some others, how to support the Roma community when it comes to housing. Well, on the 883, Mark, you spoke about it, and we all know how important it is, but we also know where are we now with the discussion and with the possible trialogues on the 883. And I believe this week, my colleagues, this is not my personal portfolio, but I follow it closely with my colleagues. I don't see much of the optimism in this respect, but maybe there will be some wisdom there as well. For the ELA, I can say nothing, but it is a new agency which still has to find its place under the sun, and maybe it is good, and I will share with my colleagues on the topic. And perfect, Katarina. I believe, Greg, I managed to address all of the comments. Yeah, I yes, don't know if you have some extra questions. I'm happy. Yeah, we're pressed for time, and thank you for your comprehensive answer. Maybe still 2 questions as a follow-up. We understand that the general framework to do policies on homelessness is good also at European level, but a very precise question. Is it at all thinkable
to get some kind of a legal initiative at EU level to secure access to emergency shelter for all, including mobile EU citizens that are homeless in another EU member state. Is that possible, or is it naive to think that such a thing can happen? And the other question I would like to ask is on the Free Movement Directive. Is it possible to get some more legal clarity about some of the elements that are mentioned there and that make access to rights for EU mobile citizens very complicated? Like, for instance, is there a genuine possibility to get work? Are they not a nuisance, a burden on the social assistance system? These are quite subjective interpretations that are left up to the member states. Is it possible to ask at EU level some more clarifications of this concept in the legislation, or is that also a naive expectation? Well, I believe it's always possible to ask. and the question is, will the answer be satisfying or not? And I would really like that we start with our mutual cooperation between the member states and get really this political consensus of where we want to take the homelessness in the coming period. And then we can open all the questions. And you know quite well, and if the Parliament is good in something, and I believe Commission as well, that is securing that we have a solid studies, solid assessments, and I believe this is maybe a good topic to be assessed. And indeed, we see. You remember in 2015, Parliament pushed for the pilot projects on the child guarantee. We are going to have a child guarantee now. So there is always possibility on opening these questions. And this is in the end how the progress happens. Perfect, Katarina. I understand that you encourage us, together with our partners at local level, to continue pushing for ambitious aims in the framework of the EU collaboration platform on homelessness. I believe that is your task. That's our task, and we will certainly try to deliver on that task. I think, thank you, Katarina, for your contribution and for your time attending the whole webinar. We'll be in touch in the future, I'm sure. I think we see each other even tomorrow already. I would like to thank all speakers. I would like to thank Mauro and Bram for the really interesting report they produced. The issue of homelessness amongst EU mobile citizens is not resolved yet. It is there to stay with us for a while. It's a clearly EU issue. It will certainly have some place in this new EU collaboration platform on homelessness that the European Commissioner Schmid will launch in the future. So we will have plenty of time to reconnect with each other on this issue. The report will be available and is probably already available on the website of FEANZA, probably also on the websites of BruceHelp and Diogenes, and we will spread it actively. Please feel free, for those of you that attended and are interested in this topic, to connect with us about it and see what room there is for further collaboration. So sorry again, and apologies again for the technical hiccups at the start of this meeting, but I think it was sufficiently interesting, and hope to see you all soon somewhere on an event to do with homelessness. Thanks a lot. Thanks also for the organizers. Thanks for the interpreters, and enjoy the rest of the afternoon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.